Leur marche menace le pouvoir démocratiquement élu. Nicolas Poincaré a attrapé le premier avion pour Bucarest. Il n'a même pas pris le temps de passer chez lui. Le côté départ impromptu, comme ça, on se lève le matin sans savoir ce qu'on va faire de sa journée et dans l'après-midi on est en Roumanie. Moi j'aime bien, ouais. J'aime bien les avions à l'aller, j'aime bien les avions en retour. La seule chose qui est délicate, c'est quand je rentre et que je repars aussitôt. Ça arrive pas souvent, heureusement, mais ça peut arriver. Une fois j'étais rentré du Rwanda un dimanche matin. J'étais avec un copain qui est là d'ailleurs ici, et avec ses enfants. On était allé faire du poney le dimanche après-midi et puis on rentre à la maison après, il y a un message sur le répondeur. Ayrton Senna vient de mourir, ton vol est dans 2 heures. Et donc, bon, enfin voilà, j'en avais pas grand chose à foutre de la mort de Senna. J'avais encore un peu la tête au Rwanda. J'étais comme ça avec les enfants. Et puis, paf, on repart quelques heures après. Ça, c'est pas très marrant, ça. Parce que c'est troublant pour soi, pour l'entourage, pour tout le monde. Mais bon, ça arrive pas tous les jours. Direction, le village d'Orezu, le dernier rempart policier avant Bucarest. Alors, tu te sens comment, cette histoire? Bah, il y a du monde. Il y a un décor. Il faut voir ce qu'ils font maintenant, quoi. Ils sont bloqués là depuis 24 heures, il ne faudrait pas qu'ils y restent. S'ils y restent et qu'on rentre dans des négociations, avec une commission, c'est pas très intéressant. Nicolas retrouve sur place quelques confrères journalistes. Il tente d'évaluer la situation. Ça va prendre ici pour oui. And sure come here. Ah, they will come here? Sure. And what? To try to... Yes. No, just no to come violence. here. No violence. No violence. Just to come here. Maybe 11 o'clock here. 2 hours, 3 hours. J'ai envie de voir leur matériel là, parce qu'ils ont comme... Enfin, ils sont équipés, hein. Ouais. Les mains dans les poches, Nicolas part en repérage, histoire de prendre la température et de juger de l'ampleur du dispositif policier. Sa première intervention en direct, c'est dans 2 heures. Qu'est-ce que tu vas écrire? Un petit 40 secondes pour dire qu'il se passe rien, qu'on attend. Petit papier d'attente pour décrire le barrage là. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, il se passe pas grand-chose. Un premier groupe de mineurs en colère arrive sur le barrage. Ça t'excite, là? Un peu. Nu e puțin! Poți vorbește! Nebăstesc cu de crucea mamei să mă la pișoare! 22 de kilometri am mers pe jos! Final mama mea a trecut de Băsescu! Uitați-mă, frate! Ai pișoare, părinte, mă! Unde-i Hristosul oamenilor? Dă-ți și pâine, dai pâine! Dai pâine să facă! Dai pâine, că viață! Uite, dai pâine, nu cămă, dă-le câte o pâine! Si les mineurs arrivent, on sent qu'effectivement, ils peuvent ne pas se laisser insulter longtemps. Nicolas décide d'intervenir immédiatement sur l'antenne de France Info. À Paris, son interlocuteur est Gérald Roux, journaliste au service étranger. Allô, ouais. Merci. Bon, donc, oui, on ira si en fait on n'a pas d'autre. Allô, Nicolas? Ouais. Voilà. Si jamais il n'y a pas d'autre Ouais, sujet, vas-y. effectivement, c'est limité. Alors écoutez, les mineurs sont restés un petit peu en retrait, ils sont dans le village d'Orezu qui se trouve à 3 km d'ici, ils y sont depuis 24 heures, ils ne bougent pas. Ils envisagent d'essayer peut-être de contourner ce barrage, éventuellement de le forcer, éventuellement de ne pas bouger. Ce sont des positions... excuse-moi, tu auras un petit montage. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Tu dégages. Parce que? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas contents, les mecs. Qui est pas content? Les mecs là. Mais ils comprennent pas ce que je dis, pourquoi ils seraient pas contents? Ils sont pas contents quand même. Ah, ils sont pas contents, les gens qui sont autour d'eux. Ils me prennent pour un flic. Ouais. Donc, nous, on attend que tu rappelles. D'accord, ok. À tout à l'heure. Ciao. Les mineurs sont tendus, agressifs. Nicolas a renoncé à son papier. Il rejoint les grévistes à leur point de ralliement, à quelques kilomètres du barrage. Bine, Gerban, și nu avem
locuri de muncă. Pe timpul lui Ceaușescu toți amărâți munceau, toți săraci, toți proști și acum nu avem. Les 15 000 manifestants se mettent en marche. Ils sont déterminés à faire sauter le barrage. Nicolas les accompagne. Bonjour. Oui. Elles ont dit regarde le beau mec. Quoi? Regarde le beau mec. Putain, le harcèlement sexuel en reportage, c'est bien, c'est pas. D'accord, de toute façon, je fais un 13h avec Inter. Et puis, je vous rappelle juste derrière. Ok. À plus, ciao. L'affrontement est inévitable. Nicolas va le faire vivre en direct. Ouais, c'est Nicolas. Ça bouge un peu, donc je propose un direct à 14h. Après 4 jours de marche des mineurs vers Bucarest, on assiste en ce moment même aux premiers incidents relativement spectaculaires. D'un côté, plusieurs milliers de CRS, masques à gaz sur le visage, matraque à la main, casque et bouclier. De l'autre côté, 15 000 mineurs très déterminés à en découdre. Un certain nombre d'entre eux portent maintenant des bâtons, des matraques et essayent de harceler les forces de l'ordre, notamment de les contourner en passant à travers bois. Il y a de très nombreux tirs de gaz lacrymogène et c'est toute la forêt autour de nous qui est sous un nuage de gaz lacrymogène. On résout sur place Nicolas Poincaré, France Info. Ok, à plus tard. C'est bien passé? Mais non, mais il me fait chier, il me prend au bout de 5 minutes après avoir parlé des cognacs hardis. C'est pas mal le... Bah, c'est pas très cool là, hein, ça devient un peu pénible. Putain, moi je me prends la gorge. C'est-à-dire ils sont un peu cons, ils balancent des lacrymos alors que ça leur revient dans la gueule. J'aimerais bien voir derrière si les mecs arrivent à passer quand même. Ouais, on y va? Allons-y. Les mineurs ont contourné le barrage en passant par la montagne. Les policiers sont encerclés. Il y a déjà des blessés dans les deux camps. S'il fallait courir, je serais incapable. Ça provoque... J'ai envie de marcher 100 mètres histoire de s'éloigner du nuage, quoi. Pour reprendre son souffle. Fiți cumiți, băi! Bă, fiți cumiți, băi! Fiți cumiți! Gata, băieți! Gata, domnule! Așa, noi a venit, nu i-am bătut și uite cu ce trag în noi! E neconsumată, se vadă o țară întreagă! Uite! Lacrimogene! Uite! 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 Uite, domnule! Impossible de photographier un blessé, à chaque fois obligé de le faire en douce, à chaque fois des coups et tout. Il y a beaucoup de blessés. Non, dirige pas là. Je sais pas, mais pas mal. Moi j'en ai vu au moins une quinzaine. Avec la gueule ensemble. Côté quoi? Côté flic? Non. Côté flic, j'en ai vu plein aussi. Mais côté au début, côté mineur, plein. La route vers Bucarest est ouverte. Nicolas va l'annoncer en direct.
Là, je vais faire un 15 heures. Oui, là, c'est... Bah, il y a des choses à raconter, là. Il y a un peu d'agitation. Voilà, alors s'il pouvait ouvrir et non pas me prendre à 6, tu vois, quand il a fini de vider... Voilà, parce que là, il me vide mes batteries pour parler de trucs... À 14h, c'était comme ça. Ok. Tu me transfères? D'accord. Ouais, JJ, c'est chaud, hein. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est les mineurs qui gagnent. Ils ont encerclé les flics et ils ont gagné, là. Ils ont encerclé les flics, ils sont passés, ils ont piqué leur camion, ils ont plein de prisonniers. Les flics sont prisonniers des mineurs. Et il y a pas mal de blessés côté flics. Ça se raconte, non? Ouais, j'ai le retour. France Info, il est 15h, le journal Pierre Neveu. En Roumanie, les mineurs en colère sont en train d'enfoncer les barrages des forces de l'ordre. Sur place, Nicolas Poincaré. C'est bien les mineurs qui ont gagné puisqu'ils ont réussi à passer, à contourner ce barrage et ils sont maintenant de l'autre côté du barrage. En réalité, ils encerclent maintenant les forces de l'ordre. Donc la marche des mineurs vers Bucarest continue, mais pour la première fois depuis cet après-midi, elle est devenue relativement violente. Sur place, Nicolas Poincaré, France Info. La violence, la guerre, les combats. Nicolas Poincaré les côtoie régulièrement dans son métier. Je connais des journalistes qui aiment ça, physiquement, ils aiment la peur, le danger, tout ça. Moi, pas du tout, non. Et il faut pas. Il faut pas aimer ça parce que c'est malsain. Et puis, il faut pas dire qu'on a envie de faire que ça. C'est vrai, il faut pas cacher que dans les situations de guerre, etc., il y a des urgences, il y a des moments très forts. Bon, il y a des moments qui peuvent être agréables, quoi. Il y a des amitiés qui se créent plus vite qu'ailleurs, etc. Mais il ne faut pas dire j'aime que ça, je veux faire que ça. Pour les mineurs, la dernière étape avant Bucarest, c'est la ville de Remitsu-Valcea. Ils s'y sont donné rendez-vous pour passer la nuit. Exténués par 5 jours de marche et d'affrontements, ils ont trouvé refuge dans l'unique hôtel de la ville. Certains se sont même installés dans la chambre du journaliste. Datorie eventuală a Guvernului de a prezenta Parlamentului conținutul negocierilor cu minerii, soluțiile avute în vedere pentru detenționarea situației și îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale acestora, precum și măsurile concrete convenite cu aceștia, articolul acesta a Guvernului Tehnic cu privire la nivelul și modul de utilizare. La journée a été longue, mais les mineurs ont marqué un point. Le gouvernement se sent menacé. Cette nuit à Bucarest, le Premier ministre réunit son gouvernement en cellule de crise. J'ai appelé pour savoir ce que vous prenez ce soir. Le lendemain matin, tout le monde attend des nouvelles de Bucarest. C'est une consoeur qui vient informer Nicolas. Le gouvernement ne cédera pas. Il y a l'état d'urgence, c'est quoi? Le Constantinescu vient de faire une déclaration. Si les mineurs ne rentrent pas à Bucarest jusqu'à 14h, l'état d'urgence sera déclaré. Si entre-temps ils se déplacent... S'ils ne rentrent pas dans la... Chez eux. Quittant Bucarest, direction de Ramnișu-Valcea, le gouvernement, effectivement, donc, ce matin, semble avoir choisi la fermeté. Ramnișu-Valcea, Nicolas Poincaré, France Info. Face à l'ultimatum du gouvernement, les mineurs ne veulent pas céder. Ils veulent marcher sur Bucarest. Il est 9h du matin, micro à la main, Nicolas Poincaré va mesurer leur détermination. Et alors s'il y a des tanks en face, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait pas peur, ça? Non. Non, je ne crois pas que ça fait peur. Parce que ça ne fait pas peur quand les mineurs descendent dans ce terrain à 200 mètres, 300 mètres. Je ne crois pas que ça fait peur ça. Qu'est-ce que tu crois que ça fait peur, plus peur de ça? Quand on va au fond de la mine, on n'a pas peur des soldats? Non, on n'a pas peur. Alors,
fait, ça c'est génial, c'est nouveau, c'est tout léger, ça permet de faire les sons sans se charger. Et puis après, on garde le Nagra pour monter et pour diffuser. En fait, avant ça, c'était notre outil de travail d'enregistrement. Maintenant, c'est presque devenu une petite table de montage qui ne sert plus qu'à l'hôtel. Donc là, c'est les slogans de ce matin. Je vais en garder 10 secondes maximum. Il faut que je trouve le morceau le plus sympa. À un moment, ils disent on veut travailler, on veut pas être des clochards. Pendant qu'il travaille dans sa chambre, dehors, la situation évolue très vite. T'as les dernières nouvelles? Non. Alors là, ils viennent de lire le communiqué aux mineurs, là, à l'instant, là, il y a 3-4 minutes. Le communiqué de quoi? Le communiqué selon lequel Vassilé se prépare à prendre l'hélico pour venir négocier, pour aller à Kozia, rencontrer Miron Kozma. Bon. Un coup de ciseau, un morceau de scotch. On coupe, on colle. Les meilleures interviews sont montées bout à bout. Mais je crois pas. Au final, 10 secondes de témoignage qui traduisent une réalité. Moi, je fais mes petits papiers, ils passent sur ma petite radio et ils sont entendus par quelques auditeurs. Et bon, il n'y a pas de filtre, quoi. On ne coupe pas dans mes papiers, on ne peut pas me faire rajouter quelque chose que j'ai pas dit. Bon, c'est assez simple. En tout cas, ils ont quitté l'hôtel, hein. Je ne sais pas où ils sont, mais... Le gouvernement a cédé, le conflit touche à sa fin. Nicolas veut faire un dernier papier en direct de Rémy de Sauvalcea. Dans la rue, ce sera mieux, pour l'émotion, l'atmosphère. Mais rapidement, il est victime d'un quiproquo. Gérald, je te rappelle. Je comprends pas. En Roumanie, Tzigane est une insulte. J'ai pas dit tzigane. J'ai pas dit ça. Retour dans la chambre. C'est plus calme. Ouais, c'est Nicolas. Je dois enregistrer un petit truc avec GG. Pas sur un mag, hein, en cabine. Non, c'est une question-réponse avec Gérald. Ouais, 4701. Excuse-moi, je suis désolé. Hein. Allô? Allez. C'est 2-3 trucs, 2-3 comiques. Tu veux que je te relance sur quoi? D'abord, comment ils partent, et donc tu me relances en disant un truc genre donc ils ont gagné, quoi. Allô? C'est bon, on y va. Nicolas Poincaré, la crise avec les mineurs en Roumanie est maintenant terminée. Effectivement, c'est terminé. Les mineurs l'ont appris tout à l'heure. Après 4 heures de négociations, leurs leaders sont sortis du petit monastère où ils négociaient depuis le début de l'après-midi avec le Premier ministre. Et ils ont annoncé la nouvelle. Ils ont obtenu que les 2 mines qui devaient fermer dans la vallée de Giu ne soient pas fermées. Le gouvernement roumain a donc cédé aujourd'hui face aux mineurs. Oui, les mineurs sont une force. Ce sont des gens qui, sous le régime communiste, sous Ceausescu, étaient un peu les fers de lance de la classe ouvrière. Et depuis tout cela, c'est considérablement leurs conditions de vie. C'est trop long de toute façon si je reprends. Donc je vais reprendre cette réponse différemment. 3, 2, 1, 0. Oui, effectivement, les mineurs font peur depuis la fin des années 80. 3, 2, 1, 0, c'est la bonne. Oui, effectivement, les mineurs font peur depuis le début des années 90. Ils savent qu'ils sont... Le troisième enregistrement est le bon. Ouf. Petit Poincaré à 40. Il est 18h40. Les mineurs roumains ne déferleront pas sur la capitale Bucarest. Un accord a donc été trouvé sur place. Notre envoyé spécial, Nicolas Poincaré. Effectivement, c'est terminé. Les mineurs l'ont appris tout à l'heure. Après 4 heures de négociations, leur leader... Fin de mission en Roumanie. Nicolas Poincaré va pouvoir rentrer chez lui. Patrick Robert, 40 ans, photographe à l'agence Sigma. Sa spécialité, la guerre. Ce matin, il part pour la Sierra Leone, un minuscule État d'Afrique de l'Ouest. Patrick Robert a acquis une réputation internationale grâce à ses reportages photos sur les conflits africains. Contrairement à Nicolas Poincaré, il n'est pas salarié de son entreprise. Il partage avec son agence de presse les coûts de son reportage. À chaque voyage, il prend un risque financier. Le but, quand même, avec un peu d'expérience, c'est qu'on finit par savoir plus ou moins quels sont les reportages qui risquent d'intéresser les magazines
et ceux qui ont peu de chances de les intéresser. Mais la plupart du temps, on arrive à faire la part des choses, et c'est pour ça qu'on hésite pour partir. C'est rentable une fois sur 5, à peu près. C'est-à-dire que 4 fois sur 5, on travaille pour rien. On travaille pour payer ses frais, et quelquefois on perd de l'argent même. Janvier 99, la guerre civile fait rage en Sierra Leone. Au cours des affrontements, un journaliste anglais est tué, un autre grièvement blessé. Assassinat, mutilation, le bilan de 4 années de guerre est lourd. Il n'y a plus d'État, plus d'armée. Ce petit pays de 2 millions d'habitants, réputé pour ses diamants, a sombré dans le chaos. Personne ne connaît les réelles motivations des rebelles, des bandes surarmées qui tiennent une partie du pays et échappent à tout contrôle. Les médias occidentaux s'intéressent difficilement à ce conflit, trop violent, trop confus. Mais quelques reporters ont encore l'audace d'affronter ce climat de terreur pour alerter l'opinion. Le seul moyen d'aller à Freetown, la capitale, c'est l'hélicoptère de l'ECOMOG. Une force d'interposition envoyée en Sierra Leone par les pays africains pour tenter de pacifier le pays. À son arrivée, Patrick aura fait 38 heures de voyage. Patrick Robert était déjà venu en Sierra Leone il y a 3 ans. Il retrouve Yellowman, son chauffeur de l'époque. C'est lui sur la photo. Yes, thank you very much. You're welcome. If you pay for the gas, they give me $60 each day. You will not have such much petrol to buy. Not $10 every day, for sure. J'avais dit 60. Oui, $60. Essence comprise. 20 minutes de palabre, malgré la photo souvenir, pour négocier la location de la voiture. 400 francs par jour. Après plusieurs semaines de combats acharnés, les soldats de la force d'interposition, les Comog, ont chassé les rebelles de Freetown. Ce sont les vrais maîtres de la ville. C'est à leur quartier général que Patrick doit obtenir l'autorisation de faire des photos. Ça fera toujours marrer. Ça vous aidera à travailler, mais vous ne devez jamais entraver la sécurité, ni entraver nos opérations, ni braver les autorités. Et là, l'autorisation qu'on vous donnera vous permettra de circuler librement. Si le centre de Freetown est relativement sûr, les rebelles sont présents dans les faubourgs. À l'est de la ville, on se bat quotidiennement. C'est là que Patrick Robert décide de se rendre. Au premier barrage, cet homme décide de l'escorter. Là, il faut aller à pied parce que le chauffeur veut rien savoir. Mais je suis pas mécontent finalement parce que quand on est en voiture, on fait rien. Ça va trop vite. Good morning. Just have to take it easy. The ground is not safe. All right, ok. Et quand on marche comme ça, faut tout, même quand c'est sûr, il faut repérer les abris possibles. Là, il y a un fossé, il y a un mur, etc. Si on a besoin de dégager, pas être obligé de réfléchir. Oh my God! Good afternoon. Officers. Yeah? You see where that tanker is? Yeah. That tank behind there is not safe. I want to talk to the ECOMOG people there. Listen to what I will say. Let's go back. Tomorrow we will go and reach there. But today, no. Let's What will be the difference tomorrow? Huh? What will be the difference tomorrow? I don't want to endanger my life and your life. No, we don't want to risk our life too. Okay. But look, there is no fighting now. I have no. Listen to me. There is no fighting now, and there is ECOMOG over there. ECOMOG is returning people from that place. Overnight there was a serious attack. Then that possible they will blame me. Impossible aujourd'hui d'aller sur le front. Patrick se contente des photos de son escorte. Ces images, c'est déjà un début. Les lignes téléphoniques sont coupées dans tout le pays. Mais aujourd'hui, grâce à ce petit téléphone satellite, on peut appeler de n'importe quel coin du globe.
Première journée de reportage en Sierra Leone. Patrick livre ses impressions à son rédacteur en chef. Ok, on a capté tout de suite le satellite. Je vais voir demain ce que je peux faire. Cela dit, c'est pas sûr que ce soit très passionnant. Hein. C'est pas parce qu'il y a un front que c'est passionnant. C'est pas la Tchétchénie, tu vois. C'est pas Grozny rasé par les Russes. C'est pas Kaboul rasé par le Hezbollah islamique, tu vois. C'est pas à ce niveau-là quand même. Voilà. Le couvre-feu. On peut plus sortir dans la piscine. On va se baigner. S'il reste un tout petit peu de lumière. Photographier la guerre, c'est faire des photos de combat. Patrick n'a pas abandonné l'idée d'aller sur le front. Il va demander à ses miliciens anti-rebelles de l'emmener. On les surnomme les K-Majors. Don't pause, just relax. Ces guerriers venus des campagnes sont les seuls Sierra-Léonais à combattre les rebelles. Tous pratiquent la sorcellerie. Ils possèdent d'ailleurs une potion magique censée les rendre invulnérables. Mais devant l'objectif du photographe, ils ne sont pas très à l'aise. Yeah, could you look at me this way, please? Just be relaxed and just talk together. So, like... C'est inespéré. Et là, il faut vraiment... Le problème des Africains, c'est qu'ils ne savent pas être naturels quand devant une caméra. Donc le problème, c'est que pour pouvoir les photographier, il faut un peu... il faut faire comme ils veulent, et puis essayer de faire les photos pour avoir les mises en place. Et une fois qu'ils pensent que la photo est finie, à ce moment-là, ils se relâchent, et c'est là que les photos sont bonnes. Direction le front, à l'est de la ville. Pour emmener Patrick, les K-Majors lui ont demandé 4 bouteilles de gin et 3 caisses de bière. Il est 4 heures et les miliciens ont déjà trop bu. I am going, all the people that are intercepted, I'm going to take it. Bring your documents. Bring all your documents to me. Sir, Papa, take care of this document. C'est solide, quoi. Ils sont un peu bourrés, c'est la fin de la journée, ils ont bien bu. T'as pas peur? Pas encore. Move him from here. No, just move from here. Give me. Come down from this people. I'm Commander Joe. I fear no fire. I'm a super Maggie. No. You cannot. Kamajos and Ecomog are fighting for one goal. Nobody can threaten us. Cet énervement près du front, c'est un signe déjà. Moi, je suis pas rassuré avec eux parce qu'ils sont trop insouciants, inconscients, quoi. Ils sont trop ivres et ils passent leur temps à s'engueuler, donc c'est pas très rassurant. Depuis 1 heure, c'est le couvre-feu. Ces combattants n'iront pas plus loin et finiront leur patrouille à l'africaine, en oubliant le danger. Voilà, on se retrouve dans un petit instant. Nous serons toujours au Sierra Leone avec Patrick Robert qui va faire une nouvelle tentative pour se rendre sur le front. Mais c'est à l'hôpital auprès des victimes qu'il fera les photos qui dénonceront l'absurdité de cette guerre. Des scènes d'ailleurs particulièrement dures et émouvantes qui risquent de vous choquer, mais que nous avons décidé de diffuser car elles sont un témoignage de ce qui se passe réellement dans ce pays. On suivra ensuite Patrick dans les montagnes enneigées du Kosovo au début de la guerre. Vous verrez également comment travaille une équipe de reporters d'une chaîne d'information continue. Et puis dans les Balkans, comme ailleurs, les journalistes, sachez-le, sont souvent considérés comme des gêneurs. Ce sera également le cas en Macédoine pour Caroline Mangès, reporter à Paris Match. Restez avec nous.
Et voilà. Patrick Robert est en Sierra Leone depuis 4 jours. Ça va? Bonjour. Dans ses photos, il veut montrer la cruauté de cette guerre. Il est certain que c'est à l'hôpital central de Freetown que cette barbarie sera la plus visible. Ici, les rebelles ne tuent pas, ils mutilent. Et chaque camp pratique la stratégie de la terreur. Pour Patrick, faire ces images, c'est difficile. Mais il doit faire son métier sans trop se laisser submerger par l'émotion. It's a bullet wood. And the baby, what she had? Yes. It's a bullet wood too? Yes. Qui vous a fait ça? Vous voulez que je me mette comme ça? Non, non, qui vous a coupé? Les rebelles. Les rebelles. Quand? Où ça? Chez moi, devant mes enfants. Ils m'ont fait sortir de la maison, j'ai dû laisser ma femme et mes enfants. Puis ils m'ont ordonné de tendre la main. J'ai demandé pourquoi. On va te tuer sinon, ils ont dit. J'ai répondu, même devant mes enfants. Alors j'ai posé la main. Ils l'ont coupé. Je les ai suppliés de me laisser l'autre, mais ils ont refusé en disant qu'il fallait couper toutes les mains. Allez, courage. Tu sais pas quoi dire, quoi. C'est emmerdant. Le pauvre type, il a perdu ses 2 mains. T'es obligé de lui poser des questions et tout. Et il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a rien à dire. C'est terrible. Et je suis comme un con à faire des photos. J'ai pas le choix. Il faut bien que je les fasse. La mutilation en Afrique, c'est très grave. Quelqu'un qui est mutilé en Afrique, il ne pourra plus jamais gagner sa vie. Il sera à la charge de la société, quoi. Il ne peut pas travailler, c'est évident. Il ne pourra même pas manger tout seul. Il ne pourra pas se laver. Il ne pourra rien faire, quoi. C'est toujours important, le coût humain d'un conflit. Parce que s'il n'y avait pas de coût humain, ce ne serait pas important. Ce ne serait pas grave. À partir du moment où il y a un coût humain, c'est là que ça dérape, quoi. C'est là où le processus n'est pas normal. Et dans ce conflit-là, il a important. Bah oui. Il est très important parce que c'est la première fois que dans un conflit quelque part, on utilise la mutilation, on emploie la mutilation comme une arme ordinaire, enfin, systématique. Ici, on opère sans anesthésie. Je ne vais même pas faire une photo. Une équipe de Médecins sans frontières vient d'arriver. Beaucoup de blessés, peu de moyens. Il faut faire au mieux. 4, 5, 6, 7, 8, il y a 9 patients programmés pour demain. Bon, bah bravo, t'as gagné. Et aujourd'hui, combien il y a eu de fait? On n'en a pas fait beaucoup aujourd'hui, on en a fait 4-5, enfin si tu comptes, j'ai dû en faire 5 au total. Ouais. Mais bon, surtout, on a réussi à déclencher le mouvement, quoi. Ouais. C'est ça qui est bien, ouais. Je pense que c'est ça le problème. Un peu plus tard, Patrick se rend aux urgences. Ce jeune homme a reçu une balle dans le dos. C'est bientôt le couvre-feu. Les médecins sont partis. Pas de médicaments. L'homme meurt sous les yeux du reporter. Écoute, j'ai à peu près une vingtaine de films, 25. Et je pense avoir un passager demain, c'est le chirurgien d'MSF qui rentre. Il sera dimanche matin à Paris, il faut que tu prévois un coursier, un motard pour aller le chercher à l'aéroport, Roissy. Quand je regarde ce que j'ai fait ces 20 dernières années comme reportage, eh bien j'étais ma foi assez présent sur tout ce qui s'est passé dans ces 20 dernières années. Ça n'a pas été toujours agréable, mais c'était intéressant. C'est comme ici, je ne peux pas dire que ce soit agréable. On ne s'amuse pas vraiment. C'est glauque, on va à l'hôpital, c'est morbide, on voit des gens qui souffrent, c'est insupportable. Moi, je
Je suis toujours en train de me faire violence pour rester, pour me forcer à faire des images alors que j'en ai pas envie, j'ai envie de m'enfuir. Est-ce que c'est rentable un reportage comme ça? On ne sait pas à l'avance si c'est rentable ou pas. On sait pas. Moi, je me pose pas trop la question de la rentabilité parce que sinon, on ne travaillerait pas beaucoup. Ou alors, on ferait que des princesses et du paparazzi, quoi, des planques. Et moi, ça m'intéresse pas du tout. En fait, ce qui intéresse les journaux, c'est ce qui fait rêver les gens. Et donc, ce qui fait rêver les gens, c'est pas les guerres. Malgré la présence de l'armée, les rebelles s'infiltrent dans le centre de Freetown. L'hôtel de Patrick se vide. La rumeur circule. Une offensive des rebelles serait imminente. Il ne reste plus que 2 reporters dans la capitale, Patrick et l'envoyé spécial de l'agence France-Presse. Mais c'est très étrange quand même, cette espèce de panique-là. Ouais. Parce qu'en fait, on peut appeler ça de la panique, même si ça n'a pas le côté spectaculaire, les gens ne courent pas dans la rue, mais ça y est là, les gens ont atteint un seuil au-delà duquel ils veulent absolument plus rester. La journaliste de l'AFP a décidé à son tour de partir. Patrick lui confie ses films qui doivent parvenir à l'agence Sigma à Paris. Je te donne mon paquet alors, hein? Ok, d'accord. Alors, tu le donnes au chirurgien d'MSF à Conakry, il l'enverra à Paris ce soir. Patrick Robert se retrouve seul. Il tente de retourner sur le front, au centre-ville. Mais la zone est complètement bouclée par les Nigérians de l'Ecomog. C'est la chasse aux rebelles. Malgré son accréditation, il ne parvient pas à franchir les barrages. Hello. Good morning. From the press. Which press? French. Stop that. I will break this. Attends. We have credentials. Calm down. We What have the credential? Let me see the credential. Yeah. You, I will just deal with you because you show me that you are stupid. I'm more than stupid person. You have damn fucking ass. You understand? I mean, beg you for the waste-time. But that is if you come to the chapel, you have to show us. Yeah, but we will stop here since half an hour. Is that why we start slapping you? At that time, you go show me a document. I know that. Yeah, but. Patrick s'obstine. Encore quelques photos. Tout près du centre-ville, il va être le témoin de l'arrestation d'une femme soupçonnée d'être une rebelle. Elle est flagellée, déshabillée par les soldats nigérians et emmenée vers une destination inconnue. À son retour à Paris, Patrick Robert découvre ses photos avec Claude Tiercé, son rédacteur en chef. Seules ces images en noir et blanc se sont bien vendues. Là, ça se voit mieux. Quand on regarde les photos noir et blanc, elles sont là, l'élément dramatique est là. Cette scène, etc., de l'arrestation de cette femme accusée à tort, avec tout ce que tu as pu faire, est très très forte. Et dès que tu regardes les photos couleurs, quand tu prends les photos couleurs, tout de suite, on est distrait par la couleur. Tout de suite, voilà. Tu es distrait par la couleur, c'est-à-dire que d'un coup, c'est pas elle que tu regardes, tu as tellement de taches de couleur qui viennent d'un coup, qui cherchent, et ton regard il fuit à droite, à gauche. Et là, tu regardes et pan, là, elle est au centre de l'image, mais c'est elle qu'on voit, son regard, c'est terrible, le tirage n'est pas trop grand, et tandis que là, ici, c'est ça. Sigma a vendu le reportage de Patrick Robert dans le monde entier. En France, c'est VSD qui l'a publié en exclusivité. Mais c'est surtout l'arrestation de la femme rebelle qui les a intéressés.
quand il y avait les ninjas, quand il y avait tous ces gens-là, on faisait beaucoup de reportages sur l'Afrique. Mais les gens les ont vus déjà 50 fois à la télé en images rapides. Donc on fait en général que des petits sujets assez brefs. Et ça, c'est un des grands sujets qu'on a développé parce qu'on focalisait sur une petite histoire, l'histoire de cette femme qui était dénoncée au marché. Et donc là, on avait une histoire bien précise à raconter. C'est un peu l'angle de notre journal. Février 99, nous sommes à 1 mois des bombardements de l'OTAN sur la Serbie. À la conférence de Rambouillet, on tente encore de sauver la paix. Mais au Kosovo, l'armée serbe renforce sa présence militaire. À Pristina, la capitale du Kosovo, on attend le résultat de ces négociations. 3 journalistes de Sky News, une télévision anglaise d'information en continu, basée à Londres, veulent rendre compte de ce climat entre guerre et paix. Premier rendez-vous au siège de l'Union européenne, l'OSCE, pour l'interview de son ambassadeur, William Walken. Maintenant, je suis très optimiste avec ce qui se passe à Rambouillet. Malgré une fin un peu confuse, je pense qu'on a donné aux 2 parties une chance de revenir ici et de négocier sur de nouvelles bases. Je pense que du côté albanais, ils ont envie de signer le 15 mars et après, il est possible que Belgrade signera. Si tout ça échoue, c'est vraiment très dur d'envisager ce qui se passera. C'est pour ça qu'on doit être optimiste, parce que les conséquences d'un échec des pourparlers de paix peuvent être vraiment dramatiques. Thank you, Ambassador. Thanks for your help. Nous sommes dans un pays en guerre. L'équipe de télévision a loué un véhicule blindé pour se déplacer en toute sécurité. Ils se rendent à 30 km de Pristina, au monument de la bataille du Champ des Merles, symbole du nationalisme serbe. Collins, producteur, organise les reportages. Adams, caméraman, réalise les tournages. Ross Appleyard, journaliste, choisit et commente les sujets. Ivana, étudiante à Belgrade, est leur interprète serbe. Bon, je pense qu'on pourrait commencer la séquence par un mouvement de haut en bas. Comme ça, je pense que ça peut faire un beau plan. On n'a qu'à essayer. Recule. Ok. Maintenant, il va falloir que tu baisses ça, hein, sinon il va y avoir de l'ombre sur l'épaule. Quand tu veux. Une des raisons pour laquelle les Serbes sont déterminés à garder le Kosovo, c'est parce que d'un point de vue historique, c'est d'une importance primordiale. Bon, je le refais. Une des raisons pour laquelle les Serbes sont déterminés à garder le Kosovo, c'est parce que d'un point de vue historique, c'est d'une importance primordiale. Cet endroit, appelé le Champ des Merles, incarne les racines de l'histoire serbe. Dans la première prise, essaye de montrer le monument avec ton bras. Sinon, on a vraiment l'impression que t'es coincé, quoi. Les envoyés spéciaux de Sky News se mettent en scène dans leurs reportages pour souligner leur présence dans le pays. Ils travaillent pour 2 chaînes à la fois. Un simple changement de signature suffit. Ross Appleyard, Fox News. Ross Appleyard, Sky News, Kosovo. Sky News' sister station is Fox in the States. La chaîne jumelle associée à Sky News aux États-Unis s'appelle Fox. Si on couvre un événement où ils ne sont pas présents, alors on leur donne notre reportage, qu'on crédite avec des signatures différentes. Ça arrange tout le monde. Ding. Ding. Ding ding. All right. « 11h, retour à l'hôtel, le temps de prendre les gilets pare-balles. Les reporters partent pour une zone de combat. Au Kosovo, la sécurité coûte cher.
La location de cette voiture blindée, 40 000 francs pour 10 jours. Mais Sky News n'a pas lésiné sur cette dépense. C'est vraiment important d'emporter ça avec vous. On ne l'utilise pas tout le temps, mais ça protège vos parties vitales. Et ce truc, rien ne peut le traverser. Mais ce qui peut vous arriver de plus dangereux, en dehors des conflits et des gens qui se battent, c'est quand on se trouve au milieu d'une foule, des gens qui ne se contrôlent plus, comme en Irlande du Nord. Pour les journalistes, c'est beaucoup plus dangereux qu'ici, parce que là-bas, on est toujours au mauvais endroit. Il y a des lacrymos, des bombes, des balles en plastique, des milliers de gens en folie, et on est au milieu de tout ce trouble. Il n'y a rien de pire que des gens qui défendent une cause. Ils s'en foutent si vous êtes journaliste, ils attaquent tout le monde. Et pour eux, c'est de bonne guerre. Sky News croit avoir décroché un scoop. Ils vont pouvoir filmer une patrouille de police serbe en action. Ce reportage, aucune autre chaîne étrangère n'a pu le réaliser. Mais au point de rendez-vous avec les policiers, à la sortie de Pristina, il n'y a personne. Après quelques minutes d'attente, un Serbe les prend à partie. What's the problem? Can you tell them we're waiting for the police here? Izvolite, gubite se odavde, policiju na put. Nije ovo parking. Hoćeš da vratim to da ti polovim sad? U kola. U kola tamo, ajde. Slušaj, kod idem. Bitanko jedan. Šta se koji kurac nešto? Onda ne već L'équipe de Sky News essaie d'obtenir un autre rendez-vous à la sortie de la ville. Mais les policiers serbes jouent à cache-cache. Ils ne veulent pas être filmés. Par téléphone, Ivana essaie de les convaincre de venir au rendez-vous. Mais un officier lui demande d'abandonner l'idée de ce reportage. Je m'excuse, mais je le fais vraiment pour eux. Mais non, non. Bah, évidemment, je vous comprends. Mais eux n'ont rien envoyé hier. Alors forcément, aujourd'hui... Non, je ne peux rien faire de plus. Bon, je vous comprends. Je vous remercie vraiment. Hier, ils ont vu quelque chose sur BBC ou CNN ou une autre chaîne et ils n'ont pas du tout apprécié. Ils m'ont dit, c'est toujours la même chose avec vous les journalistes étrangers. Vous êtes toujours du côté des Albanais et jamais avec nous. Mais exposer votre point de vue, c'est ce qu'on veut tenter de faire, je lui ai dit. Elle vient juste de me dire de reprendre la même route. Et si on rencontre quelqu'un, ou plutôt s'il n'y a personne, il faut qu'on les attende là-bas. Après de nouveaux contacts, la persévérance d'Ivana a finalement payé. Direction, un village à 60 km de Pristina. C'est un des points chauds du Kosovo. Les indépendantistes kosovars de l'UÇK sont très présents dans la région. Pour éviter les représailles, les policiers serbes ne veulent pas être filmés de face. Pas question non plus de les accompagner dans leur patrouille. Ivana, est-ce que tu peux lui demander de se mettre dos à la caméra? Comme ça, on pourra te voir donner la traduction. Est-ce que vous faites un travail difficile? Bien sûr, le travail est plus difficile. Avant, il n'y avait pas de conflit. On circulait plus librement. Aujourd'hui, la police est soumise aux attaques et aux embuscades des groupes organisés. Comme nous sommes entourés de forêts, les embuscades sont plus faciles. Ils attendent nos voitures et là, ils nous tirent dessus, à coups de bazooka ou de mitraillette. Comme ça, sans raison. Les policiers serbes proposent aux journalistes de Sky News une entrevue avec un civil, victime de l'UÇK. C'est un témoignage précieux car il va étoffer le reportage. Précieux, mais invérifiable. Cette interview sera exploitée au conditionnel par le journaliste. La voiture a freiné brusquement. J'ai aperçu un type qui tenait une mitraillette.
Il était assis à côté du chauffeur. Tout d'un coup, j'ai vu qu'il allait descendre. Alors j'ai plongé sur le bas-côté. Les douilles tombaient sur la tête de mon fils qui a 8 ans et demi. J'ai cru que j'allais devenir fou. Quand je me suis relevé, il s'était déjà enfui. Alors j'ai pris mon fils et je suis rentré à la maison. C'étaient des civils, ils n'avaient pas d'uniforme. Pour illustrer ce reportage, le caméraman a peu d'images. Il va donc faire passer le véhicule de police plusieurs fois devant son objectif. Ross, lui, est quand même satisfait. On est vraiment les premiers à avoir fait un petit tour avec la police serbe. Demain, ils nous ont promis quelque chose de spécial. Ils vont s'arranger pour que l'on assiste aux négociations qu'ils vont faire avec l'UCK sous le patronage de l'OSCE. Je pense que personne d'autre n'a réussi à faire ça. Mais avant qu'ils nous acceptent, j'ai dû payer le prix. Boire une demi-bouteille de Slivovic, et c'est pas de la bière. Well done. It's not like beer. Have you got any Slivovic? Tu as de la Slivovic? No. Okay. « 17h30, retour à Pristina. Collins a installé son banc de montage dans sa chambre d'hôtel. L'équipe a 3 heures pour monter son reportage. Et c'est une course contre la montre qui s'engage. Le monteur devra fabriquer un film de 4 minutes avec 1 heure d'images tournées. The same thing won't happen again. We are Sky News, Kosovo. Ce travail terminé, le journaliste n'aura plus qu'une dizaine de minutes pour écrire le commentaire en fonction des images choisies. As the Serb police patrol the streets of Kosovo, they know they're open to attack from the Kosovo Liberation Army at any time. This patrol came under fire 2 days ago as they drove along one of the region's main roads. Central Kosovo and me. As the Serb police patrol the streets of... Le journaliste veut donner une couleur locale aux interviews, avec des traductions anglaises à l'accent serbe. Un étudiant trouvé dans l'hôtel s'y prête bénévolement. Okay, I'm not your actor, but I will try. No, but I don't want to sound like you're reading me a bedtime story. I want you to sound like you're telling me that you were in a car and you got somebody shot at you, but it wasn't. Okay, I'll try. You see what I mean? Yes. Okay. We were attacked in our patrol vehicle from another moving car, but fortunately we were not hit. We couldn't stay in that area and managed to get back to our station. Pour coller à l'actualité, le monteur ajoute 40 secondes d'images sur des combats récents, achetés à l'agence Reuters. Sky News a rendez-vous à la télévision serbe de Pristina. Il faut être à l'heure. L'équipe n'a que 15 minutes pour envoyer son reportage par satellite. Les autres chaînes de télévision étrangères attendent leur tour. Le reportage de Ross Appleyard est diffusé dans 70 pays et sera vu par près de 50 millions de téléspectateurs. C'est sur ce type de reportage exclusif que Sky News a bâti sa réputation. On savait qu'on voulait faire une exclusivité, car c'est le principe même de Sky News. Si vous arrivez à faire une exclusivité, ça renforce l'image de la chaîne, et vous êtes le seul à avoir un sujet que personne n'a fait. Dans ce genre de situation, beaucoup de journalistes vont aux mêmes endroits. Ils vont rester ensemble pour être sûrs qu'ils ne vont rien rater et que leurs collègues n'auront rien de plus qu'eux. Mais nous, on préfère souvent aller là où les autres ne viendront pas, parce qu'on a des équipes sur place qui peuvent couvrir tout ce qui est peut-être important. Et ça nous laisse la possibilité de faire quelque chose de différent. C'est plus intéressant comme ça. Problème, Sky News est reçu au Kosovo. Et les indépendantistes de l'UCK ont vu le reportage sur la patrouille serbe. Ils n'ont pas apprécié et ne veulent plus être filmés. Le séjour de l'équipe est écourté. Il faut vraiment faire attention dans ce genre de circonstances. Parce que si on travaille trop avec ceux d'un bord, les autres peuvent avoir des réactions terribles. Pour le sujet que l'on vient de faire sur la police serbe, on a déjà reçu des plaintes de la communauté albanaise. Bien que l'on ait fait un sujet sur eux la semaine dernière. Maintenant, on va rentrer chez nous pour quelques semaines, jusqu'à la fin des pourparlers. Et après l'ultimatum, on sera peut-être de retour ici. Comment ils ont fait ça?
24 mars 99, début des bombardements sur l'ex-Yougoslavie. Le régime serbe réagit aussitôt en expulsant les journalistes étrangers du Kosovo et en poussant les populations civiles kosovares à l'exode. À la frontière du Kosovo et de la Macédoine, ces réfugiés deviennent la seule source d'information sur le drame qui se déroule à l'intérieur du Kosovo. Parmi les journalistes expulsés, Caroline Mangès, 31 ans, envoyée spéciale de Paris Match. Contrairement à ses confrères, Caroline a du temps. Elle dispose d'une semaine pour écrire ses articles, ce qui lui permet de prendre davantage de distance par rapport à l'événement. Je pense qu'il y a plus de journalistes que de réfugiés pour l'instant, tu vois, aujourd'hui. Et moi, d'abord, ça m'intéresse pas pour Match, parce que tout ça, ce sera demain dans les quotidiens, sur les radios, sur les télés. Donc, c'est pas très intéressant. Et puis, je trouve ça un peu honteux, quoi, de se jeter à 12 sur des mecs qui ont passé 23 heures à attendre derrière un poste de douane. Je trouve ça un peu hard, quoi. Ça doit être leur sembler un peu agressif. Donc, ou j'essaie de me mettre en retrait, d'en attraper un à qui personne ne parle, ou alors je m'en vais, je vais faire un truc ailleurs. Caroline tente de nouer des contacts pour repartir vers le Kosovo avec des combattants de l'UCK. Personne ne sait ce que fait l'UCK. Oui, justement, parce qu'il est... Les gens ici, même qui arrivaient de Katchani, qui disaient mais où est-ce qu'ils sont? On les cherche partout. L'UCK, il est très fort, le moral est très fort. Il voulait la guerre sans monnaie. C'est dangereux, c'est pas beaucoup d'armes, même si elle est forte, la Serbie. Parce que nous, les grandes morales, c'est nos pays, c'est à nous ça, ce n'est pas à la EU. Vous allez le reprendre. Lui, il attend que sa famille passe et il repart avec tous les hommes de son village se battre. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire? Le suivre. Les suivre. T'as pas peur? T'as confiance? Oui, j'ai confiance. Je vais attendre de le connaître un petit peu plus quand même. Mais j'ai assez confiance. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il parle français, donc j'aurais pas besoin de demander à un interprète de me suivre, tu vois. Je peux parler. Donc c'est une bonne opportunité. What you want? Yes, okay. No problem. I have to go because I'm late. You wait here or you go in the airport with me? How you want? You want. What you want? Mais avant de partir avec l'UCK, direction l'aéroport de Skopje, capitale de la Macédoine. Lors de son expulsion du Kosovo, des policiers serbes ont confisqué l'ordinateur de Caroline. Bonjour. C'est un confrère photographe en provenance de Paris qui lui apporte un nouvel outil de travail. Ça va? T'as pas eu de problème? Arrête, il m'a pris la tête, le mec. Pour l'ordinateur? Tu lui as dit que j'étais là? Normalement, tu dois tout payer, il m'a pris la tête. Payer quoi, les taxes? Et alors? Tu sais, genre... Il faut des papiers, normalement. Mais oui, mais moi, j'ai rien. Tu vois, j'ai rien. Press briefing from Neto. C'est pour qui, ça? C'est pour qui, ça? Ils sont cool, la Match, t'as vu? Et ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est pour ton modem, ça. C'est pour Ah, d'accord. Et il n'y a pas de prise pour voir? Si, je l'ai, ah, mais ouais. c'est dans un autre Ok, sac. super. C'est... On dirait un truc des années 30, mais c'est pas grave. Hein. Je vais regarder. Caroline, ça arrive souvent là, des brouillons comme ça entre vous. Bah, on est obligé, ouais, tu vois, pour envoyer les films, pour le pognon. S'il y en a un qui part, oui. Il se trimballe les affaires de tout le monde. Voilà, tu vois la preuve, voilà. Je suis parti avec un kilo. Et regarde, c'est un truc des années 20. Bon, c'est pas grave, c'est mieux que rien. C'est dans cet hôtel de Skopje que les journalistes étrangers ont établi leur quartier général. Dans sa chambre d'hôtel, Caroline Mangès peut enfin écrire son article. J'écris pas à la main parce que c'est pas mon époque, quoi. J'ai jamais fait. J'ai commencé à travailler dans une agence de presse et j'ai tout de suite eu des machines et j'ai l'habitude de couper, coller. Un Match comme c'est un hebdomadaire, je peux plus développer justement ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils foutent pendant que ça bombarde, quand l'électricité est coupée, comment ils ressentent la peur, etc. C'est plus une question de temps. Là, j'essaie de faire un article sur ce qui se passe actuellement à Pristina et au Kosovo, avec les infos que j'ai eues juste la première nuit des bombardements où j'étais là. La pression qui est montée jusqu'à aujourd'hui, où ils sont tous arrivés en masse de Pristina, en tout cas, et de pas mal d'autres villes ici en Macédoine, parce que c'était plus tenable, quoi. C'est la rédaction de Paris Match. Allô? Oui. C'est bon? Non, il n'y a pas de titre. C'est, ouais, Kosovo.
Ce matin, très tôt, Merita, M-E-R-I-T-A, a reçu un premier appel de ses parents, restés à Pristina, P-R-I-S-T-I-N-A, 2 points. Un petit tiret, ils ont dit qu'ils allaient partir, point. À peine sortis de la maison, des paramilitaires serbes leur ont pris la voiture, sous la menace de leur Kalash. Caroline raconte la guerre à travers les témoignages des réfugiés. Elle se méfie de la rumeur et de la désinformation. Son métier, c'est aussi de savoir faire la part des choses. Chaque jour. Je suis assez sûre de moi parce que la fille que j'appelle Valentina, en fait, je donne pas son nom parce qu'elle a encore de la famille. Des gens, on sait jamais, tu vois. Mais j'ai confiance en elle, je crois pas qu'elle en rajoute. Les 2-3 sur lesquels j'ai des doutes, si tu veux, les trucs de Kachanik avec les mecs foutus dans une école et le temps qui a bombardé dessus, tu vois, dans une caserne, et ben ceux-là, j'ai mis que c'était pas vérifiable, quoi, tant qu'on n'avait pas d'image ou qu'on ne sait pas ce qui se passe. Son article terminé, elle rejoint l'équipe de France 3 dans une chambre voisine. Elle prête sa voix pour doubler un témoignage. Que faire de tous ces réfugiés kosovars? Le pays, la Macédoine, n'est pas à majorité musulmane. Voilà ce qu'elle dit. Tu Alors... peux toujours pas me lire, hein? Non. Ils ont tout pris, ils ont tout brûlé, les maisons, j'ai perdu tout ce que j'avais dedans. Et je dis ça en... Tu dis ça en l'écoutant, on va te mettre un casque. Tu vas voir, elle pleure. Tu laisses, si tu veux, le premier mot. Attends, je vais expliquer. Tu fais ce que tu sens le mieux dans ta voix. Ce qui est le plus près de ce qu'elle dit, mais ce que tu sens le mieux dans ta voix. Ils prennent tout ce qu'il y a dans la maison, et puis ensuite ils les brûlent, les maisons. J'ai perdu tout ce que j'avais dedans, ce qu'il y avait dedans, ils ont tout brûlé. Je ne veux aller nulle part, je veux rentrer chez moi à la maison, mais je ne peux pas. Excellent, très bien. Parce que le Taïkan, on entend, c'est pas. Au Kosovo, maintenant. Je n'ai pas laissé mon portable. Je te remercie en tout cas. Patrick Robert vient de franchir clandestinement la frontière entre le Monténégro et le Kosovo. 10 heures de marche forcée pour parvenir jusqu'à cette zone contrôlée par l'UÇK. Personne jusqu'ici n'a réussi à photographier les combats entre les indépendantistes et les forces serbes. Après son voyage au Sierra Leone, Patrick tente un scoop au Kosovo. Sur le chemin, il rencontre 2 commandants de l'UÇK qui reviennent du front de Vrela. Alors, qu'est-ce que... Do you speak English? Non. Non. On va traduire en français alors. Oui, seulement doucement. Hein. Oui, oui. J'ai besoin de savoir, est-ce que vous avez des opérations militaires avec les Serbes? Est-ce qu'on pourrait aller avec vous? Et aussi, je voudrais savoir si c'est possible de rejoindre Vrela. Est-ce que c'est possible de rejoindre facilement avec des gens de l'UÇK? Ce serait bien. Le commandant dit qu'il y a les possibilités avec notre ami pour vous passer jusqu'à Vrela, mais il y a beaucoup de problèmes parce qu'il est très loin. C'est très loin. Il y a un obus qui vient de tomber là-bas sur le village. Oui, c'est tout calme. Ah, il tapote. Tu... Bye. Bye. Oh, la Sorbonne. Patrick obtient des officiers l'autorisation de partir avec ses jeunes recrues vers le front. C'est à 12 heures de marche. Eh ben, on est en train de rejoindre une ville. Il y a 22 km par la route et par la montagne, il y a 12 heures de marche. Il fait moins 4 degrés, la brume masque les reliefs et les soldats n'ont pas de boussole. Ils ne connaissent pas cette région, la colonne est perdue en pleine montagne, à plus de 2000 mètres d'altitude. Tu viens för kamp, vet du?
Pas de nourriture, repos impossible. Cette marche devient une épreuve pour tout le monde. Alors c'est très fatigant. C'est très fatigant. Pendant ce temps, à la frontière entre la Macédoine et le Kosovo, Caroline Mangès poursuit son enquête sur l'UCK auprès des réfugiés. Elle travaille avec un interprète. Can we go? Journalist. What? Just over here. Where? Over here. This? Qu'est-ce qu'il dit? What did he say? Just over here. You can go there. Why not? Можемо до овде, ево тука. Just over here, come. Come here. But I want to talk to them. Hoće da priča sa ljudima. Can you ask them where they are from? Фални прекојтени? From Pristina. Кой ти е? She's from Drenica. What's going on in Drenica? Ciao, buon Drenica. Thanks to God, we are alive. There is a lot of offensiva from Serbia. So? What? Offensiva from Serbia, Drenica. UCK is resisting or not? Pour résister, UCK. Non. Ça m'intéresse un peu de savoir ce qui se passe avec l'UCK là-bas. Parce qu'on n'entend pas parler de beaucoup de résistance. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions en se demandant où ils sont, donc je pose des questions là-dessus surtout. Les réfugiés sont de plus en plus nombreux. Caroline appelle donc sa rédaction pour faire d'ultimes rectifications. Paris Match est en voie d'impression. Allô? Allô? Tu m'entends? Allô? Bon, c'est Caroline. J'ai des nouveaux chiffres de l'UNHCR à mettre dans mon papier, tu sais, sur le nombre des réfugiés. Donc je vais te les donner en vitesse parce que j'ai peur que ça coupe, la ligne est très mauvaise. Et tu t'en occupes. Alors, depuis le début des bombardements, selon l'UNHCR, il y a 60 000 réfugiés qui sont arrivés en Albanie, 9 000 en Macédoine et 80 000 en Europe de l'Ouest. Alors, tu sais, il y a un petit passage où je parle justement du nombre de réfugiés. Tu enlèves tout et tu remplaces avec ça. Tu mets toutes les infos dedans. Ok, salut. Les postes frontières entre le Kosovo et la Macédoine sont débordés par l'afflux des réfugiés. Certains d'entre eux passent clandestinement par la montagne. Caroline et d'autres journalistes étrangers veulent les approcher, mais l'armée macédonienne les en empêche. Ouais, ils ont appris depuis ce matin. Ah, c'est top. So it's possible to go on this way and then to join them? Est-ce qu'il est Naïm? Oui, il est là. Ah, Naïm, on essaye de trouver un chemin sur la droite. We don't want where is all the soldier and the photographer. We want before. Caroline revient vers le poste de Blatché, qui est en train de devenir le plus grand camp de réfugiés d'Europe depuis la dernière guerre mondiale. C'est hallucinant là. C'est fou quoi, parce qu'en fait on les voyait passer un par un et on se rendait jamais compte du nombre et le bruit aussi, je trouve qu'il est très impressionnant. Devant l'ampleur de l'événement, Caroline décide de changer l'angle de son reportage. Son sujet, ce n'est plus l'UCK, c'est le nouveau camp de Blatché.
Train? When? Today? Done? Train? Yes. Et stimier? Pizza? Stimier? LDK? La crise du Kosovo prend une nouvelle dimension. Le régime serbe est en train de provoquer une catastrophe humanitaire. De retour à l'hôtel, les journalistes commentent cette situation nouvelle. Oui, mais... Il vide un pays entier. Draskovic a pété les plombs. Ah ouais? T'as pas vu la télé? Il a dit des conneries incroyables, genre tout est faux, pas de purification ethnique, nous sommes vos frères, nous sommes chrétiens comme vous, à l'Amérique. Patrick, Robert et les jeunes recrues de l'UCK ont dormi dans une cabane de berger dans les montagnes du Kosovo. Cette nuit, il a fait moins 7 degrés. Oh là là, ils sont trempés. Un vrai poignard. Une famille fuyant les combats à Vrela est arrivée dans la nuit. Elle leur apprend que cette ville est tombée aux mains des Serbes. Alors on voit la ville de Vrela en flammes, juste en bas là. Et donc la patrouille de l'UCK escorte la famille en dehors de la zone dangereuse aux mains des Serbes. Donc on les suit. Moi? Je sais pas jusqu'où. Tu devrais venir dans le cœur avec rouge. La colonne erre dans la neige pendant des heures. Le reportage de Patrick tourne à l'épreuve physique. C'est terrible parce qu'on se refroidit, on s'arrête sans arrêt et on se refroidit. Alors quand on commence à marcher, ça va, on prend un petit rythme et on s'arrête et voilà. Et on se refroidit, on a les pieds glacés. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? C'est l'histoire. Hein. L'histoire est intéressante quand même. Voir ça en Europe aujourd'hui, c'est absolument incroyable quoi. J'aurais jamais cru que j'allais voir ça en Europe. Est-ce que tu croyais que c'était aussi pénible que ça? Je pensais pas que c'était si pénible, si douloureux en fait. C'est vraiment douloureux là. Faire cette marche dans la neige pendant des heures, des jours entiers. Vraiment, je pensais pas que c'était si dur. Hello. Nouvel espoir, il croise le commandant de l'UCK de cette région. Mais les informations ne sont pas plus encourageantes. Vrela. Vrela. Finish. Serbe. Vrela Serbs. Ok, now. Serbs. PA. Oh d'accord. Banica, alles. Peš, alles. Dalej. Moment. Pesina. To je... C'est terrible que tu ne comprends pas. Dans cette région, les combattants de l'UCK sont en train de perdre toute leur base. La montagne est leur dernier refuge. Ils sont assez déprimés en fait. Ils ont perdu la bataille, ils ont perdu une ville, ils ont perdu beaucoup de leurs camarades. Et ils ne savent plus quoi faire. À mon avis, ils ne doivent pas avoir beaucoup de connexion avec leur état-major, leur patron. Et ils sont un peu paumés, quoi. Donc le mieux, c'est que nous, qu'on retourne au Monténégro et qu'on reparte dans une autre direction. Thank you. Bye.
Demi-tour vers le Monténégro. C'est à nouveau 12 heures de marche et beaucoup d'efforts pour rien. J'ai pris des boîtiers trop lourds. Ouais. Si j'avais su qu'on allait souffrir comme ça, j'aurais pris des boîtiers moins lourds. Mais on ne sait jamais ce qui nous attend et je fais toujours des compromis entre ce que j'ai besoin et ce que je peux porter. Et quelquefois on se trompe parce qu'on ne sait jamais précisément ce qui nous attend, quoi. Accompagnée d'une interprète, Caroline Mangès retourne au poste de Blatché, entre la Macédoine et le Kosovo. Ce pré où il y a quelques jours à peine, Caroline interviewait une poignée de réfugiés, s'est transformé en un camp où plus de 60 000 personnes sont enfermées. Les journalistes n'y ont pas accès. Mais après plusieurs tentatives et à force de ruses, Caroline réussit à y pénétrer. Et ils ont été chassés par la police, ça? Son prochain article, ce sera donc le camp de Blatché, à travers la vie quotidienne d'une famille kosovare. Ce camp est désormais à la une de toute la presse internationale. Paris Match a engagé un photographe italien, Enrico Danigno. Ensemble, stupéfaits, ils parcourent le camp. Non, je suis allée parler avec des amis parce que j'avais besoin de... Finalement, Caroline trouve un professeur de français. Il vient d'être expulsé de Pristina avec toute sa famille. Ils sont rentrés en force, comment? Ils ont frappé, ils ont tué, non. Ils ont seulement des rafales automatiques. Dans la façade de la maison? Oui, partout. Et ils sont rentrés après? Puis on a quitté la maison. Ils avaient des cagoules, ils étaient en uniforme, c'était qui? C'était la police? La police. Ce jour-là, c'était la police normale. Comme la plupart des familles de ce camp, Chaban, sa femme et ses 3 enfants sont dans un dénuement total. Chaban a de la famille en France. Caroline lui prête son téléphone portable. Simone Chaban à l'appareil. Je suis à 10 km de Skopje. J'ai quitté il y a 10 jours, dizaine de jours, la maison. Je suis avec ma famille, on est dans un enfer. Oui. Et j'ai trouvé des journalistes français ici. Et voilà. Et oui, il vient de m'aider, quoi. Simone, regarde, s'il te plaît, s'il y a des possibilités par Croix-Rouge internationale ou par d'autres associations de faire quelque chose pour moi. S'il te plaît, Simone. La situation sanitaire est critique. La Croix-Rouge a pu dresser 2 tentes à l'entrée du camp, mais les autorités refusent toujours aux humanitaires le droit d'y pénétrer. Dès qu'il y a les humanitaires, ça devient un camp et ils savent que ça va rester pour des années. Là, ils ne veulent pas, ils essayent de les laisser ici. Il y a quelqu'un de malade, là? Ils ne veulent pas. Ils ont déjà des problèmes avec les Albanais de Macédoine, ils ne veulent pas les Albanais du Kosovo. Vous voyez les conditions que nous vivons. On n'est pas, quand même, on est des intellectuels, quoi. À une bonne partie, une majorance, quoi. Et on ne peut pas supporter ces conditions-là, on n'a rien fait. Ils voudraient partir, ils refusent psychologiquement le fait de passer une nuit de plus ici, visiblement. Donc ils sont installés nulle part. Je crois que des amis à eux peuvent venir les chercher. Ils commencent à s'apercevoir que ça ne va pas être possible. Non, on va les trouver ici. Ils vont monter plus haut pour essayer de s'installer plus près de la porte. Cette nuit-là,
les Chaban réussiront à partir pour l'Albanie. Caroline tient la chute de son article. Paris Match aimerait recevoir rapidement les photos. Le soir, dans sa chambre d'hôtel, Enrico choisit une dizaine de clichés. Il les envoie grâce à son ordinateur, branché sur le téléphone. Ok, j'aime bien celle-là. Il y a deux choses qui sont bien là. C'est un, que tu vois tout de suite tes photos, tu fais ton editing, tu choisis tes photos et tu envoies. Non, je suis seulement dans un hôtel et je ne fais que manger. Je mange, je bosse, je mange et puis je rebosse. Voilà, à n'importe quelle heure du jour, je dors. Figure-toi, ici, c'est comme un truc de la Seconde Guerre mondiale. Des dizaines de milliers de gens virés de toutes les villes du Kosovo, quartier par quartier, et expédiés vers la Macédoine. Il faut que je les regarde. Et après, quand j'ai fini, j'appelle Caroline. On les regarde ensemble. J'ai besoin des deux légendes pour Temek Chaban et l'autre. Caroline apporte la touche finale au travail d'Enrico. J'ai fait comme ça, on sait que ça, ils savent que c'est le mec, tu vois. À l'hôtel de Patrick Robert au Monténégro, c'est le couvre-feu à cause des bombardements. Oui, Patrick Robert, là, pareil. Écoute, je suis retourné à Rosagé. Ah non, mais je suis cassé. Ah, j'ai jamais souffert autant. J'ai jamais souffert autant. Là, on a marché. Écoute, chez les Kurdes, c'était un peu plus court quand même. Patrick appelle sa rédaction à Paris. Ouais, et là, c'est dans la neige et tout. Chez les Kurdes, bon, il y avait un petit passage dans la neige, ça allait. Mais là, vraiment... L'angoisse de Patrick, c'est de savoir si ses concurrents ont fait un scoop au Kosovo. Vraiment, c'est insupportable. D'accord. Ok. Alors, les gens de Paris Match et de Gamma ont été expulsés, apparemment. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés loin. Et les gens de Match sont retournés à Paris. Donc, je ne sais pas ce qu'a fait le photographe de Gamma, mais j'imagine que si, comme ils étaient ensemble, qu'il a dû subir le même traitement. Tu es le seul à avoir fait... Ben, j'en sais rien, si je suis le seul à avoir été rentré là-dedans comme photographe. Mais je ne sais pas ce qu'ont fait les autres, donc on ne peut pas savoir, on verra. 40 heures de marche en 5 jours l'ont brisé physiquement. Sa décision est prise. Il ne retournera pas tout de suite au Kosovo. Alors ça fait quoi de retrouver la civilisation? Je vais prendre une douche chaude. Je vais laver mes chaussures et je vais les mettre à sécher. Et je vais dormir, je crois pour la première fois depuis plusieurs jours, dans un vrai lit avec des draps et avec un radiateur dans une chambre. J'ai tout un programme. Le lendemain, il reprend l'avion pour Paris. Il rejoint sa femme et son bébé. À l'aéroport de Roissy, un coursier de l'agence Sigma est venu récupérer ses films en urgence. Je te les passe comme ça parce que j'ai pas mes bagages encore. Un journal américain aimerait voir les photos de l'UCK qu'il a prises dans les montagnes du Kosovo. Ouais, je te retrouve tout à l'heure à l'agence. Tu fais son agence là? Pas tout de suite, je vais passer chez moi avant. Mais ouais, tout à l'heure. D'accord. Bon, à tout à l'heure, hein. Salut. C'était un reportage très difficile, très pénible et finalement assez peu productif. Bon, je suis arrivé trop tard. J'ai couru derrière une situation qui se refermait devant moi. Et ce que j'ai pu faire avec les réfugiés, malheureusement, j'étais moi-même trop fatigué, sous une contrainte physique trop forte pour pouvoir bien travailler avec sérénité et application, quoi. J'ai fait ce que j'ai pu, mais vraiment, c'est très frustrant. C'est très frustrant. On s'inquiétait. Ah bon, oui. Ouais, j'avais eu des nouvelles par votre maman. Ouais. Comme vous aviez du mal à rentrer,
Je suis restée trop longtemps. Kosovo, Macédoine, Albanie. Voilà, exactement. Vous êtes vachement bien à la fin, mais... Ah ben... Caroline vient de passer 1 mois dans les Balkans. Elle retrouve le confort de son appartement parisien. Mais il n'est pas facile de tourner la page. C'est le disque que j'ai payé 20 balles en Macédoine. J'ai rien vu de pire que Blatché. Si tu n'éprouves rien quand tu fais ce genre de reportage, si tu ne donnes rien, tu ne fais rien. Tu as des histoires affectives forcément avec les gens, parce qu'il y a une grande détresse, mais il y a un moment donné où tu comprends que, tu promets des choses et que parfois tu peux pas les tenir et ça leur fait 4 fois plus mal parce qu'ils se mettent à rêver et que tu coupes le rêve, donc c'est pire qu'avant. Donc le côté humanitaire, au bout d'un moment, en tout cas tu te limites à ce que tu peux vraiment faire concrètement, c'est-à-dire filer ton portable, passer un coup de fil pour eux, et voilà. Et deuxièmement, t'es là pour bosser aussi, donc si tu te laisses emporter par cette mission humanitaire, entre guillemets, ou par les sentiments que tu peux éprouver à ce moment-là, t'arrives pas non plus à bosser, et t'es là pour faire un travail. Et en même temps, le plus grand service que tu peux leur rendre, c'est de raconter vraiment ce qui se passe, de bien bosser, et notre travail, finalement, c'est ça, et il est utile aussi. Ce document a été réalisé par Daniel Lenné, qui a eu la mission délicate de faire un sujet sur les grands reporters, un milieu qu'il connaît bien puisqu'il en fait partie. Je tiens à remercier le producteur Gilles Demestre de Tétramédia et bien sûr Nicolas Poincaré, Patrick Robert, Rossel Payard et Caroline Mangès qui ont accepté la présence de la caméra. Pas facile lorsque l'on est reporter de devenir le sujet d'un reportage. Ils l'ont fait avec simplicité en sachant que nous respecterions leur souci de contrebalancer l'image parfois négative ou biaisée que l'on peut avoir de cette profession. Or, la liberté d'informer reste un combat. Il faut savoir que 19 journalistes ont été tués l'an dernier dans l'exercice de leur profession, presque tous par assassinat. Ils étaient en train d'enquêter sur des affaires de corruption ou sur des groupes mafieux. Par ailleurs, plus de 100 journalistes sont emprisonnés dans le monde, notamment en Chine, en Syrie et en Turquie. Reporters sans frontières se bat pour obtenir leur libération et se mobilise en ce moment pour obtenir celle de Bernardo Arévalo Padrón. Il est détenu dans une prison cubaine depuis novembre 1997. Il a été condamné à 6 ans de détention pour outrage au président Fidel Castro. Pour lui venir en aide, ainsi qu'à ses confrères détenus à travers le monde, ce recueil de photos signé Henri Cartier-Bresson, il est en vente dans les kiosques, à la FNAC ou contre un chèque de 38 francs à Reporters sans frontières. C'est au 5 rue Geoffroy-Marie, Paris 9e. Voilà, c'est la fin de cette émission, préparée avec Pascal Lebovici et Mère du Châtenay. La semaine prochaine, vous retrouvez Emmanuel Chin et Capital. Vous ferez mieux connaissance avec ceux qui inventent vos loisirs entre 2 millénaires. Emmanuel Chin recevra sur son plateau Bertrand Piccard, qui vient de boucler le tour du monde en montgolfière. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau document exceptionnel. Nous serons cette fois dans le secret des enquêtes de douane. Dans un instant, Culture Pub. Bonne soirée sur M6.